Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice extrait du concours de l'École nationale supérieure maritime, le NSM, de 2018. Exercice intéressant sur les suites. Donc on découpé en deux parties. Une première partie, on va étudier une fonction rationnelle. Et une deuxième partie, on va se servir de cette fonction justement pour étudier une suite. Et ça, graphiquement, avec ensuite quelques questions intéressantes, notamment des récurrences, enfin une récurrence, et un langage algorithmique. Donc on est parti. Première question, donc étudier une fonction. Première question, dresser le tableau de variation complet de f sur son ensemble de définitions. Alors complet, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie variation plus limite. C'est-à-dire que vous devez trouver les variations et ensuite indiquer au bout des flèches dans votre tableau les limites ou les valeurs. Donc variation plus, on va mettre limite. On va commencer par les variations. Pour étudier les variations d'une fonction, la méthode, évidemment, c'est de calculer sa dérivée. Alors on peut parfois faire autrement, mais vraiment, dans 99%, même plus que ça, des cas, ça va être l'occasion de faire une dérivée et d'étudier le signe de cette dérivée. Donc ici, premièrement, f, c'est une fonction rationnelle. Si on met au même dénominateur, vous aurez un quotient de deux polynômes. Donc f est fonction rationnelle. Donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc dérivable, elle est continue et dérivable sur donc son ensemble de définitions. Comment dériver cette fonction? Eh bien, vous remarquez que f de x, c'est donc 5 moins... Alors, pour faire ça, je crois que le mieux, c'est de faire un quotient. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va faire le quotient donc, de u sur v, parce que ça, vous savez très bien faire en général. Et donc, on a besoin de la dérivée d'un quotient. Dérivée d'un quotient, u sur v, vous connaissez, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici, c'est un petit cas particulier parce que u est constant. Donc, u' va faire 0. Notre u, c'est 4. Et notre v, c'est x plus 1. Donc u' vaut 0. V' vaut, la dérivée d'x plus 1 vaut 1. Donc, quand je dérive, qu'est-ce que je vais obtenir? La dérivée, ça sera donc la dérivée de 5. Donc 0, moins. Et maintenant, j'indique la dérivée de mon quotient. Quotient, ça sera donc u'v. Et ensuite, la deuxième diagonale, moins uv'. u'v, ça fait 0 fois x plus 1. J'insiste, 0 fois x plus 1, ça va faire 0. Et ensuite, moins 4 fois 1, donc moins 4, sur le carré de x plus 1. Et on a quasiment terminé. Donc ici, dans ma parenthèse, faites bien attention, j'insiste, parce qu'il y a des erreurs. Comme il y a 0 fois x plus 1, ça va disparaître. Donc il me reste juste le moins 4 sur mon carré. J'enlève les parenthèses, moins par moins, ça fera 4 sur x plus 1 au carré. Oui, c'est pas difficile, il faut vraiment y aller tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette dérivée? Pour le signe f', on est donc sur 0 plus l'infini. Sur cet intervalle, on sait que x plus 1 est non nul. Et donc, quand on met au carré x plus 1, ça donnera un nombre strictement positif. D'accord? Comme on a 4 en haut, ça veut dire que f' est strictement positive. Et donc, conclusion, f est strictement croissante. On peut donc faire le tableau. Il restera à trouver les limites. Donc ce tableau, donc on a x, on est sur 0 plus l'infini. On vient de démontrer que f est strictement croissante. Vous voyez, on a donc deux limites à calculer, dont une qui va être très simple, en 0, parce que la fonction est définie et c'est une fonction rationnelle. Donc ici, on aura juste un calcul de valeur, donc f de 0. Et ici, on aura une limite en plus l'infini. Donc ici, on écrit limite de f de x quand x tend vers 0. C'est donc égal à f de 0. 5 moins 4 sur 0 plus 1, ça fait 5 moins 4, donc ça fait 1. On écrit le 1. Maintenant, la limite en plus d'infini. On part par x plus 1. La limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, par inversion et multiplication par 4. Donc la limite de 4 sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. On inverse un très grand nombre, et donc on va avoir quelque chose qui se rapproche de 0. On multiplie par moins, ça ne changera pas. Et donc en additionnant 5, la limite
de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc 5. D'accord? On peut d'ailleurs déduire de ça, ce n'est pas demandé, que la courbe donc, de f, CF, admet une asymptote horizontale. Alors, vous avez une limite finie en plus l'infini. Donc ici, on a une asymptote horizontale. Autrement dit, si on fait une petite analyse rapide, vous avez votre repère. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez votre asymptote. Et plus on va aller vers la droite, on part de 0, 1. Votre fonction va être une courbe qui est croissante. Et elle va se rapprocher, en fait, voilà, de son asymptote horizontale. Question suivante. Question qui peut être piège. Hein. Il y a marqué donc résoudre l'équation de x égale x et montrer qu'elle admet une unique solution. Alors, montrer qu'elle admet une unique solution, ça pourrait être piège, ça pourrait donner l'impression qu'on doit faire un corollaire du TVI. Or, ici, on a d'abord le verbe résoudre. Donc, il va falloir tout simplement poser l'équation et transformer pour pouvoir trouver exactement combien vaut x. Donc, ici, on résout f de x égale x. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 5 moins 4 sur x plus 1 égale à x. Voilà, alors comment on résout ça? Eh bien, ici, comme x est strictement positif, on peut tout multiplier par x plus 1, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc on multiplie tout par x plus 1. Donc ça va faire x plus 1 fois 5 moins 4 sur x plus 1 égale à x plus 1 fois x. Ici, on peut faire ça parce que x plus 1 est différent de 0 dans notre ensemble. Ça va avoir pour effet, eh bien, ici, on a 5 fois x plus 1, et le x plus 1 en bas va disparaître. On n'a plus de dénominateur. Par contre, de l'autre côté, on va développer, ça fait x2 plus x. Ensuite, je vais tout mettre à droite, ce sera plus simple. Donc, je vais avoir 0 égale x2 plus x. Ensuite, je mets 5x plus 1 de l'autre côté. Plus 4. Je développe. Plus x moins 5x moins 5 plus 4. Et il me reste donc une équation. Alors, je vais la mettre à gauche. On a donc x2, x moins 5x, ça fait moins 4x. Moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Il vous reste donc ça égale 0. On a donc ici une équation du second degré. On va utiliser le discriminant. Donc ici, j'ai a égale 1, b égale moins 4, c égale moins 1. Ça, c'est mes coefficients. Donc je calcule delta, b carré moins 4ac, qui me donne donc moins 4, 1 et moins 1. On va doucement, ça fait 16, moins fois moins plus. Donc plus 4, on est sur 20. Donc on a deux solutions. X1 égale moins 1, enfin par moins b, ça fait 4, moins racine de 20 sur 2a. Et x2 égale 4 plus racine de 20 sur 2. Alors ce qu'on peut remarquer, parce qu'on vous dit montrer qu'elle admet une unique solution, et moi j'en ai deux. Pourquoi il y en a une qui n'est pas bonne? Parce qu'on peut remarquer que x1, il est négatif. Racine de 20, c'est plus grand que 4. Donc 4 moins racine de 20, c'est négatif. Donc comme x est négatif et qu'on travaille sur et on travaille sur 0 plus l'infini, eh bien la seule solution, c'est donc x2. x2 qui vaut 4 plus racine de 20 sur 2, qu'on peut simplifier. Parce que racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Donc ça, je peux sortir un 2, ça fait 2 racines de 5. Et ensuite, on simplifie tout par 2. Tout, hein, donc ça fera 2 plus racine de 5. Donc voilà la solution ici de cette équation. Et on va vous demander une valeur approchée. Alors, à la calculatrice, 2 plus racine de 5, ça fait à peu près 4,236. Donc si on arrondit à 10 moins 2, on va garder 4,24. Donc ici, à peu près 4,24. Et juste avant d'aller à la question suivante, petite remarque sur l'équation, moi j'ai tout mis à droite. Certains vont préférer tout mettre à gauche. Ça va donner ceci, 5x plus 5 moins 4, moins x2 moins x égale 0. Ça donnerait donc moins x2 moins plus 4x plus 1. D'accord? La petite différence, c'est que ici, a vaut moins 1, b vaut 4, c vaut 1. Tous les signes sont changés. Alors vous allez voir, ça ne change pas le discriminant, parce que b carré, ça fera 16.
Alors, on va tout écrire, moins 4 fois moins 1 fois 1. Vous voyez que ça fait 16 plus 4. Ça donne quand même 20. On a deux solutions. x5 qui sera donc moins b, moins racine de 20 sur moins 1 fois 2, donc moins 2. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moins. Et en simplifiant, ça donne 4 plus racine de 20 sur 2. Et x2 va donner 4 moins racine de 20 sur 2. Et là, dans ce cas-là, si vous avez choisi cette technique, c'est x2 qui est négatif. Donc on va garder que x1, qui donne 2 plus racine de 5. Voilà. Vous trouvez les mêmes résultats, il n'y a pas de souci. Mais les signes de vos coefficients sont opposés par rapport à ceux que moi j'ai choisis. Mais bien sûr, vos solutions vont rester les mêmes. Troisième question très importante pour la suite. Démontrer que pour x appartenant à 0 alpha, f de x appartient à 0 alpha. Donc ici, ce qu'on a montré, c'est que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est évidemment sur 0 alpha. Alors une fonction strictement croissante, elle conserve l'ordre. Donc f conserve l'ordre sur l'intervalle 0 alpha. Ça veut dire que si on a 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à alpha, les images vont être rangées dans le même ordre. Donc 0 inférieur à x inférieur à alpha implique f de 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de alpha. Or, f de 0 est égal à 1 et f de alpha, combien ça vaut f de alpha? C'est là tout l'intérêt. F de alpha, ça vaut alpha car alpha est solution de l'équation f de x égale x. Donc si je remplace x par alpha, j'aurai f de alpha égale alpha. Conclusion dans mon inégalité. Donc ça veut dire que si je prends x entre 0 et alpha, f de x est entre 1 et alpha. Alpha qui est 4,24 à peu près. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 alpha, f de x, je viens de démontrer que f de x appartient à 1 alpha. Or, cet intervalle 1 alpha, il est inclus dans l'intervalle 0 alpha. Donc, ça veut dire que eh bien, pour tout x appartenant à 0 alpha, f de x appartient à 0 alpha. Et la question est terminée. Elle est très très importante cette question. On va retenir ça là-haut. Donc, ici, x appartient à 0 alpha implique f de x appartient à 0 alpha. Ça veut dire qu'une fois que, pour notre suite, vous allez voir, on a la suite un plus 1 égale f de n, dès que un terme est dans 0 alpha, l'image de ce terme sera dans 0 alpha, et donc l'image pour notre suite récurrente, ça sera justement le terme suivant. Donc les termes vont rester prisonniers de l'intervalle 0 alpha. On attaque maintenant l'étude de la suite. Donc cette suite, elle est définie par u0 égale 0, et un plus 1, c'est f de un. Voilà pourquoi on va avoir besoin donc de cette fonction. On a étudié justement ces variations. Première question, calculer u1. Pour ça, donc dans la relation de récurrence un plus 1 égale f de n, on prend n égale 0. Donc u1, c'est f de u0. Or, u0, c'est 0, donc c'est f de 0, on a déjà dit. Ça fait 1. Question suivante sur le graphique ci-dessous, donc le voici. On a tracé la courbe. Vous voyez cette courbe, elle a vraiment la forme qu'on attendait. Une courbe, donc quand ça monte, quand on va vers la droite. On a en haut, on est à 5, donc c'est notre asymptote donc horizontale. Donc la courbe bleue va se rapprocher progressivement de cette courbe. On a tracé y égale x. Alors attention ici, le repère n'est pas orthonormal. Les x sont 2 fois plus larges que les y, donc il faut faire attention à ça. Et on vous demande, eh bien, grâce à cette courbe bleue et à la droite d'équation y égale x, de construire les points qui permettent de calculer u0, u1, u2 et u3. Alors, comment utilise-t-on ce genre de schéma? D'abord, on va placer donc u0. Alors u0, il est ici. Donc on a dit u0 égale f de u1. Donc pour avoir u1, je vais utiliser ma courbe et je vais trouver ici. Alors le point que je viens d'indiquer, il a pour coordonnées, donc ce point, il a pour coordonnées 0 et 1. 1, c'est l'image de 0. Donc maintenant, si je veux calculer u2, alors u2, c'est donc f de u1. Ça veut dire qu'il faut que je place sur l'axe des abscisses u1
et j'utilise la courbe bleue pour calculer U2. Comment renvoyer le point rouge ici, le deuxième que je viens de placer, sur l'axe horizontal? Eh bien, j'utilise la droite. Pour ça, ici, on va aller vers la droite. Ici, on s'arrête sur ce point qui a pour coordonnées, comme il est sur Y égale X, il a pour coordonnées 1, 1. Et ensuite, eh bien, ça veut dire qu'en dessous de lui, vous avez l'abscisse 1. Donc si vous voulez U2, ben, vous n'avez plus qu'à remonter. Et vous avez ici un point qui a pour coordonnées 1 et f de 1. D'accord? Donc ici, c'est 1 et U2. Et on voit que U2 ici, ça sera 3. Et là, on a U1 pour l'instant. Ensuite, pour avoir U3, il faut l'image de U2. Donc je dois rebasculer U2 sur l'axe horizontal. Pour ça, je me sers de cette droite, Y égale X. Je me place sur ce point qui a pour coordonnées, vous voyez, U2, U2, hein, c'est-à-dire ici 3, 3. Donc en descendant ici, eh bien, oui, pour l'instant j'avais U0 qui était là, U1 qui était ici. Maintenant, là j'ai U2. Et pour avoir U3, eh bien, je vais monter. U3, vous allez le lire, c'est l'ordonnée de ce point-là, que vous allez trouver à gauche. Mais en général, on va plutôt ici, sur ce point-là qui est très intéressant, qui a pour coordonnées ici U3, U3. Et donc vous allez lire U3 en bas. U3, vous voyez, ça a l'air d'être 4. Et on continue. Hein. Bon, là, on s'arrête, mais normalement, vous voyez, c'est ce qui va se passer dans la dernière question. Intuitivement, en faisant ce schéma, on a un schéma ici en escalier. On voit que les valeurs de UN vont tendre vers l'abscisse de ce point ici. Hein. Ça sera donc l'objet de la dernière question. Ça. Donc, oui, intuitivement, on construit donc les images d'une suite définie par récurrence, hein, quand on a une fonction comme ça, avec la courbe, et ça, on fabrique ici, quand elle est croissante, un escalier croissant. Voilà, qui a des marches ici qui sont, dans cet exemple, de plus en plus petites. Et on n'oublie pas de répondre à la question, il faut construire des points P0, P1, donc ici je vais quand même indiquer, P0 c'est celui de départ, P1 ça sera donc ici, P2 et P3. On a répondu à la question. On peut donc passer à la suivante. Question suivante, ben on va en parler tout de suite finalement. Quelle conjecture peut-on faire sur le sens de variation et la convergence du n? Donc déjà, vous voyez que cet escalier ici, il va vers la droite. Donc on peut conjecturer. Conjecturer, c'est faire une hypothèse fortement vraisemblable. Donc ici, conjecture numéro 1. La suite un est croissante. Ensuite, on a dit, il semble que les valeurs, que en fait mon escalier s'agglutine progressivement vers ce point d'intersection entre ici, y égale f de x et cf, entre la droite hein, qu'on a tracée et cf. Donc ici, un semble convergente, un, donc ici, deuxième conjecture, un est convergente, et sa limite, donc ici, hein, serait l'abscisse donc de l'intersection des deux courbes. Donc ici, ça serait la solution de f de x égale x, parce que on a une première courbe qui a pour équation y égale f de x, c'est la bleue, l'autre c'est y égale x, donc elle se coupe en là où f de x vaut x. Et ça, on a déjà résolu, c'est alpha. Donc la limite de un semble être justement alpha. C'est très important que vous compreniez hein, qu'ici, hein, sur le schéma, hein, ce point-là, il a pour coordonnées donc alpha, alpha, puisque c'est l'intersection de la courbe d'équation y égale x, f de x, et de l'équation et de la droite d'équation y égale x. Donc ici, on a normalement alpha qui est à peu près, vous voyez, 4,24, hein, ça correspond, hein, quand on envoie ça, là, on est vers 4,24. Donc c'est ça qu'il va falloir démontrer dans les questions suivantes. Question D, démontrer par récurrence que pour tout antinaturel, 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à n plus 1, inférieur strictement à alpha. Alors ça, récurrence, donc tout de suite, on va regarder ce qui se passe. Donc initialisation. Hein, initialisation. Donc on doit démontrer pour tout entier, donc on regarde pour n égale 0. Qu'est-ce qu'on a? U0, on a dit que ça valait 0, U1 vaut 1, et alpha, il est à peu près égal à 4,24. D'accord? Donc, on a bien
0 plus petit que, strictement ici, que U0. Il y a un petit souci là ici d'ailleurs. Une petite erreur de texte. Ici pour U0, hein, l'initialisation ne marche pas. Donc petite erreur, on va rajouter un petit inférieur ou égal là. Ah, d'accord. Je pense que là, on a une erreur de texte. Ici, donc on a U0. Strictement plus petit que U1, ça on est bon. Strictement plus petit que alpha. Donc faites bien attention au premier rang ici, un petit souci dans le texte. Bon, c'est pas bien grave en tout cas. Pour la suite du sujet, on va réussir à faire avec. Donc on suppose, d'accord, on suppose que c'est vrai pour un certain n. Donc on suppose que pour un certain n appartenant à grand n, on suppose donc cette série d'inéquations vraies. Voilà. Et je mets inférieur ou égal là pour que mon initialisation soit correcte. Alors comment on fait ici? Ben, on sait que f conserve l'ordre et même conserve strictement l'ordre. Ça veut dire que votre inégalité est conservée. Donc, ça veut dire que f de 0 sera inférieur ou égal à f de un, qui sera inférieur strictement à f de un plus 1, qui sera strictement plus petit que f de alpha. D'accord? Et on a quasiment fini. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez cette utilisation de la conservation de l'ordre. Donc, conserve l'ordre, on est sûr, bien sûr, 0 plus l'infini. Donc, f de 0, ça vaut 1. F de un, ben, c'est la définition, c'est un plus 1. F de un plus 1, si vous avez compris la relation de récurrence, c'est tout simplement un plus 2. Et f de alpha, c'est alpha. On l'a déjà dit plusieurs fois, et donc, eh bien ça, c'est votre hypothèse. C'est ce qu'on voulait montrer au rang suivant, c'est donc l'hérédité. Donc l'hérédité est vérifiée. Conclusion. La propriété, donc, est vraie pour n égale 0. Cette propriété, on vient de montrer qu'elle était héréditaire. Elle est donc vraie, quel que soit n appartenant à grand N. Vraiment, ce qui est important à souligner dans ce sujet, c'est cette utilisation de la conservation de l'ordre. Ça fait 2 fois qu'on l'utilise. On l'a déjà utilisé plus tôt dans le sujet. Donc c'est important, vous compreniez ça. Quand on a une inégalité et qu'on a une fonction qui est strictement croissante, eh bien on peut prendre l'image de tous les nombres qui sont dans cette inégalité et l'ordre va être conservé. Donc vous voyez que ça ne fait quasiment aucun calcul et on utilise bien, le fait ici que f de un plus 1, c'est un plus 2. C'est la même relation qui est donnée au début, mais au rang suivant. Maintenant, en déduire que n est convergente et calculer sa limite. Alors, on va utiliser ce qu'on vient de faire, puisque c'est marqué en déduire. Donc ici, on sait que, quel que soit n appartenant à n, on vient de montrer que n est plus petit que un plus 1. Donc, ça veut dire que la suite un, elle est, ici un est plus petit que n plus 1, la suite est strictement croissante. On va se contenter de croissante, ça suffira. Deuxième chose, donc on va mettre ça, quel que soit n appartenant à n, on a montré que un était, alors on a une suite croissante, un est plus petit que alpha, donc un est majoré. Croissante majorée, théorème de convergence monotone, c'est son nom, théorème de convergence monotone. On dit un est une suite croissante majorée. Eh bien, ça veut dire que cette suite un, elle converge, elle a une limite finie. Alors on ne sait pas quelle est sa limite, on sait qu'elle sera inférieure ou égale à alpha, puisque un est plus petit que alpha strictement, mais on ne sait pas encore que la limite c'est alpha, il va falloir le démontrer. C'est assez simple, mais il faut savoir le faire. On va dire, donc soit L appartenant à L, tel que limite de un égale L. Donc on va donner un nom à sa limite. Ensuite, on va regarder dans la relation de récurrence, dans un plus 1 égale f de un, on fait tendre n vers plus l'infini. On obtient, comme f est continu, comme f continue, on obtient à gauche
L, et à droite, la continuité de f permet de dire que comme un tend vers L, eh bien, f de un va tendre vers f de L. Donc là, on aura ceci, et donc, ça veut dire que L est solution de l'équation f de x égale x, sur évidemment 0 plus l'infini. Et ça, on a déjà démontré qu'il n'y avait qu'une solution. Et donc cette solution, c'était alpha. Donc la limite de un, c'est alpha. Et nos conjectures sont toutes les deux démontrées. Question F. Écrire en langage naturel, donc en français, un algorithme qui demande la valeur de epsilon, une petite lettre grecque, et affiche en sortie le premier entier n, tel que la distance entre un et alpha plus petit strictement que epsilon. La valeur absolue sert en maths quand on fait une différence à calculer la distance entre deux nombres. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir d'abord rentrer une valeur de n. N vaut 0 au départ, donc on affecte 0 à la variable qui s'appelle n. À droite, ici, j'ai mis le programme en Python que je ferai tourner à la fin pour montrer un petit peu un vrai programme. Ensuite, dans notre langage naturel, on va affecter à la variable u la valeur 0. Donc, ça veut dire pour l'instant, on a rentré en fait, on a stocké la valeur u0 dans une variable u et une variable n. Ensuite, l'ordinateur, enfin le programme vous demande la valeur de epsilon. Donc ici, demande epsilon. Et après, on arrive dans notre boucle qu'on appelle conditionnelle. Et donc cette boucle, elle va tourner. Elle va calculer les termes de la suite un tant que la distance entre u et alpha est plus grande ou égale à epsilon. Comme ça, elle s'arrêtera quand cette distance est strictement plus petite. Donc on fait très attention ici à mettre dans la condition, ici, du tant que, le contraire de ce qu'on veut. Parce que ça doit tourner tant que, justement, la condition n'est pas respectée. Et dans cette boucle conditionnelle, on va mettre deux choses. Tout d'abord, les calculs itératifs des termes de la suite, c'est-à-dire qu'on calcule les termes à chaque boucle, on va faire un calcul de termes en utilisant le terme précédent. Comme toute relation de récurrence, on utilise un terme pour calculer le suivant, et ensuite, dans cette même boucle, on va ici rajouter à chaque fois à n, on va lui rajouter 1 pour pouvoir compter le nombre de boucles qu'on a fait. Et ainsi, à chaque fois, dans la valeur de n, sera stocké le rang qui correspond au terme qui est stocké à ce moment-là dans la variable u. Et à la fin, une fois que la boucle, une fois qu'on sort de la boucle, c'est-à-dire que la condition un moins alpha, enfin u moins alpha est supérieur ou égal à epsilon n'est plus respecté, on sort de la boucle et on affiche justement l'indice qui correspond. En langage Python, ça donne ceci. Donc c'est ce que j'ai mis à droite. En langage Python, on affecte 0 et 0 aux variables un. Ensuite, on crée une variable epsilon qui est un nombre réel, donc floating, un nombre flottant. Et on lui fait rentrer, donc on demande à l'ordinateur de demander la valeur de epsilon. Ensuite, tant que c'est while, tant que la différence donc ici est plus grande que epsilon ou égale à epsilon, on calcule u, n, et ensuite on print, on affiche la valeur de n. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, je fais tourner ce programme, voilà. Et vous voyez à droite, on me demande epsilon, je mets par exemple 0,01, j'entre, et là, c'est donc pour U5 que cette différence est plus petite que 0,01. Dernière question, on donne désormais à U0 une valeur positive quelconque. Donc on va placer U0 au hasard en fait sur l'axe horizontal, et la conjecture qu'on doit faire c'est quel sera alors le sens de variation de un. Donc ici, qu'est-ce qu'on a remarqué tout à l'heure? Quand on met U0 par exemple ici, ça c'est U0. Pour avoir U1, je vais donc chercher l'intersection avec donc la courbe ici. Et ensuite, on a dit, on utilise la droite pour fabriquer un petit escalier qui au fur et à mesure me donnera donc U1, puis U2, puis U3, etc. Et quand on remarque bien, quand on place le point de départ avant l'intersection, donc à gauche ici de ce nombre, ici on sait que c'est alpha. Si on est à gauche de alpha, on a donc une suite, vous voyez, un escalier qui grandit, qui va vers la droite, et la limite qui sera alpha. Donc ici, ce qu'on peut conjecturer, c'est que si donc U0 est plus petit que alpha, alors je vais peut-être l'écrire plutôt en dehors du dessin, donc si U0 donc appartient à 0 alpha, mais qu'est-ce qu'on peut dire? La suite UN, elle est croissante et sa limite, c'est alpha.
Deuxième cas, si on prend directement U0 égale alpha. Ça, j'aurais peut-être pu partir par là. Si U0 égale alpha, eh bien U1 c'est f de alpha, c'est donc alpha, la suite est constante. UN, elle est constante, égale à alpha. On est toujours sur ce point-là. Et dernier cas, si U0 est plus grand que alpha, d'accord, donc appartient à alpha plus l'infini, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, je prends un point à droite, ça c'est U0, je vais chercher U1, et pour avoir donc U1 sur l'axe horizontal, je vais aller vers la gauche, donc je vais me rapprocher en fait, très très vite d'ailleurs, de mon point d'intersection, et dans ce cas-là, on voit bien que la suite semble décroissante, et par contre, elle tend elle aussi vers alpha. Et l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.